Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Sibeth Ndiaye, bonjour. Bonjour. Un forum consacré bien entendu à l'évolution de la crise du coronavirus et ses applications économiques, sociales, mais aussi politiques. Alors comment éviter l'écroulement de l'économie française et relancer la croissance, et puis à quoi ressembleront la France et le monde d'après-crise? Et pour commencer, Sibeth Ndiaye, quel bilan vous faites de cette première semaine de déconfinement? Je crois qu'on peut dire que cette première semaine de déconfinement s'est relativement, globalement bien passée. Nous avons vu des Français qui se sont rapidement adaptés aux nouvelles mesures qui étaient prises dans le cadre de ce déconfinement. On le voit d'ailleurs avec la proportion de personnes qui portent un masque dans les transports en commun où il est obligatoire. Il y a eu une bonne appropriation, c'est donc sur la bonne voie. Évidemment, la partie est loin d'être gagnée et nous devons poursuivre nos efforts pour pouvoir entamer une nouvelle étape du déconfinement dans 2 semaines. Poursuivre nos efforts, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, vous le savez, ce qui, au fond, a fait le succès du confinement, ça a été notre capacité à briser les chaînes de contamination, à faire diminuer ce fameux R0 qui signe le taux de contagiosité pour savoir combien une personne contaminée peut en contaminer autour d'elle. C'est ce que nous avons réussi à faire diminuer très fortement pendant le confinement. La question qui se pose à nous, c'est comment est-ce que nous continuons, alors que nous reprenons le travail, le chemin des écoles en partie pour une partie des élèves, comment nous réussissons à maintenir un faible taux de contagiosité. Et au fond, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous dans la manière dont nous nous comportons, dans le respect des règles barrières, des distances de sécurité, de protection entre les individus. Chacun, on a une petite clé pour pouvoir réussir le déconfinement et j'ai vraiment toute confiance dans nos concitoyens pour se saisir de cette responsabilité et au fond, en se protégeant eux-mêmes, être capable de protéger la société tout entière. Alors vous dites, j'ai toute confiance en nos citoyens pour réussir cette phase de déconfinement, mais les oppositions, c'est moins le qu'on puisse dire, n'avaient pas confiance en le gouvernement pour réussir cette phase de déconfinement justement. Il y a un certain nombre de critiques qui ont accueilli, voire précédé le déconfinement, déconfinement hasardeux, disait Jean-Luc Mélenchon, déconfinement low cost pour Damien Abad et LR, ou encore aberration dans les transports pour Marine Le Pen. Est-ce que vous considérez que toutes ces critiques ont été démenties par les faits ? Vous savez, on n'est pas toujours obligé de prédire, voire même d'espérer le pire. On peut peut-être parfois espérer le meilleur. On peut, je crois, faire confiance aux Français parce qu'ils ont su démontrer dans la période du confinement, une fois qu'ils se sont accoutumés à toutes les règles qui se mettaient en place, on voit qu'ils l'ont respecté, globalement même très bien respecté. Et moi, j'avais le sentiment, la conviction que dans cette phase de déconfinement, la prudence serait de mise chez nos concitoyens. D'ailleurs, on l'a vu, ils se sont pas rués en masse pour prendre les transports en commun. Ça a été aussi possible parce que nous avons vivement appelé les entreprises à maintenir le télétravail et que nous avons au fond organiser les choses pour que la reprise soit progressive et que petit à petit, on puisse, dans cette phase d'amorce, retrouver une vie qui, à vrai dire, sera pas normale tant que le virus existera et qu'on n'aura ni traitement ni vaccin, mais qui soit une vie qui s'adapte et qui prenne en compte cette nouvelle donne pour notre monde. Alors, on parlera de toute façon des critiques de l'opposition un peu plus tard, mais une question liée au déconfinement, liée à l'actualité, Sibeth Ndiaye. Une trentaine de maires et d'élus locaux, dont Anne Hidalgo, Christian Estrosi, Stéphane Le Foll, François Rebsamen, Nicolas Florian ou encore Martine Vassal, donc des élus de toute tendance politique confondue, lancent aujourd'hui un appel dans le JDD demandant l'organisation du second tour des élections municipales en juin au nom, disent-ils, de la relance économique. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux et qu'est-ce que vous leur répondez ? Moi, je comprends évidemment l'impatience de responsables politiques d'être fixés sur leur sort. J'entends aussi ce qui est dit sur l'implication qu'auront les municipalités, les intercommunalités dans la reprise économique. Mais malheureusement, c'est encore le virus qui décide. La loi d'état d'urgence sanitaire prévoit que le conseil scientifique rende un rapport sur la capacité à organiser des élections en juin. Et attention, organiser des élections en juin, ça n'est pas qu'une question de bureau de vote et de mesures de protection dans les bureaux de vote. C'est aussi comment est-ce que on peut faire campagne, parce que faire campagne, c'est ce qui permet de donner aux citoyens des indications sur ce que chacun propose dans une campagne électorale. Et donc, nous attendons ce que le conseil scientifique nous dira. Ça nous permettra d'avoir un constat qui est partagé par l'ensemble des forces politiques sur l'état de la situation sanitaire. Et ensuite, chacun pourra donner publiquement
sa préférence sur la tenue de ces élections. Alors, deux questions par rapport à ce que vous venez de dire. Comment on peut faire campagne? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tenir des meetings électoraux, par exemple, avec un nombre important de personnes présentes? C'est exactement ça. Aujourd'hui, on interdit les rassemblements supérieurs à 5000 personnes. Donc ça, c'est plutôt pour les très grosses campagnes qu'on peut avoir des situations de cette nature. Mais on fait aussi en sorte qu'il y ait le moins de brassage de population possible, parce qu'on sait que c'est comme ça que le virus se propage. Faire campagne, c'est aussi distribuer des tracts, c'est aller au contact. La politique, c'est l'art, au fond, d'être en interaction directe quand on est un responsable politique ou un militant politique avec ses concitoyens. Et donc, toutes ces questions-là, on doit pouvoir y apporter des réponses et savoir si l'état de circulation du virus nous permet de faire campagne. Ça n'est pas à moi de le dire, ça n'est pas aux responsables politiques d'avoir une appréciation sur la situation sanitaire. C'est à un conseil scientifique qui a déjà eu l'occasion d'ailleurs de se prononcer sur le premier tour des élections municipales, de nous dire ce qui est possible et à quelles conditions. Et puis, vous savez, après, c'est aussi une question d'art d'exécution, donc de savoir si les préconisations sanitaires, on peut effectivement les mettre en œuvre. Et moi, je crois très profondément qu'on doit avoir un processus de consultation ensuite. On va en parler du processus de consultation, mais faire campagne, donc ça veut dire pouvoir aller au-devant des Français, des électeurs. Si ce n'était pas possible, les élections, le second tour des élections municipales ne pourrait pas avoir lieu en juin. Eh bien, écoutez, c'est un tout. Il faut à la fois qu'on soit capable d'organiser de manière sereine avec les bonnes mesures de protection le jour du vote, ce qui a été le cas au moment du premier tour des élections municipales. Et il faut aussi qu'on donne la possibilité à tous ceux qui sont engagés dans cette campagne municipale de pouvoir aussi faire campagne, sans doute pas comme ça a été le cas par le passé, mais en s'appuyant sur des recommandations sanitaires. Tout ça, ce n'est pas à moi de le dire en tant que personnalité politique, c'est bien au conseil scientifique de nous dire ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et ensuite, il reviendra à l'ensemble des forces politiques de se positionner pour dire si elles estiment que compte tenu de la situation sanitaire qui est connue et partagée par tous à partir du rapport du conseil scientifique, s'il est raisonnable, utile, important de pouvoir de pouvoir tenir ces élections, campagne et jour du vote, évidemment. Ça veut dire que, si je vous comprends bien, pour que les élections puissent avoir lieu en juin, il faudra un consensus, au moins une convergence des différentes forces politiques allant dans ce sens, c'est ça ? Écoutez, moi je crois que c'est indispensable parce que... Qu'est-ce qui est indispensable ? C'est indispensable d'avoir au mieux un consensus, si ce n'est une convergence, parce qu'on a bien vu au premier tour des élections municipales que entre ce que les uns pensaient en leur fort intérieur, ce qu'ils ont dit publiquement, ce qu'ils pensaient avant la réalisation du premier tour et après la réalisation du premier tour, il pouvait parfois y avoir des écarts. Donc, moi, je jette la pierre à personne, je ne fais que le constater. Et donc, je crois que dans le processus qui nous préoccupe pour le second tour de ces élections municipales, il sera utile, important, que chacun puisse se positionner sur la base du rapport du conseil scientifique. Donc que chacun puisse se positionner, c'est-à-dire qu'il y aura un vote à l'Assemblée et au Sénat validant ou invalidant le choix du conseil scientifique et du gouvernement ? Eh bien, écoutez, d'abord, il faut qu'on dispose de cet avis du conseil scientifique. Que tout le monde qui a priori sera connu demain. Hein. Qui sera connu la semaine prochaine. Je n'ai pas de date exacte aujourd'hui à vous donner. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois que tout le monde a en main l'avis du conseil scientifique, tout le monde peut se forger sa propre opinion. Notre volonté est qu'il y ait un processus de consultation qui est à établir. Faut-il un vote à l'Assemblée nationale ? Faut-il une consultation des chefs de parti ? Je ne saurais pas vous le dire. Ce que je peux vous dire... Qu'est-ce que vous souhaitez ? Un vote à l'Assemblée ou pas ? Moi, j'ai pas de souhait à apporter, je ne suis que porte-parole du gouvernement. En tout cas, ce qui est ma certitude en mon fort intérieur, c'est qu'il faut que tout le monde puisse publiquement se positionner dans les forces politiques de notre pays pour que chacun assume ses décisions et ses responsabilités au moment de la tenue de ce second tour des élections. Et au fond, ma conviction personnelle est que il faut aller le plus vite possible
mais que la seule chose qui pourra nous freiner, c'est le virus. Le plus vite possible dans l'organisation du second tour, hein. C'est bien ce que vous avez voulu dire. Et en gros, si on vous comprend bien, c'est que vous êtes arrivé des mésaventures à l'occasion de l'organisation du premier tour des élections municipales, et vous n'avez pas envie de, entre guillemets, vous faire avoir une seconde fois, c'est ça ou pas ? Disons que ma conviction aujourd'hui, elle est que chacun doit pouvoir clairement donner sa position en répondant à une question toute simple. Compte tenu de ce que nous savons et de ce que nous saurons de la situation sanitaire après l'avis du Conseil scientifique, est-il opportun d'organiser ces élections au mois de juin ? Est-il possible, dans les meilleures conditions sanitaires qui protégeront l'ensemble des électeurs, de pouvoir tenir ces élections? C'est à ces questions que nous serons amenés à répondre et que chacune des forces politiques de notre pays, sur laquelle chacune des forces politiques de notre pays devra se positionner. Et le JDD indique aujourd'hui que dans l'entourage de Gérard Larcher, on dit que ce sera au pouvoir, à l'exécutif, de prendre une décision et non pas à l'opposition de valider cette décision. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que une fois que chacun connaît la situation sanitaire telle qu'elle sera décrite par le Conseil scientifique, l'importance de l'enjeu démocratique de ces élections appelle à ce que toutes les forces politiques puissent se positionner. Vous savez, quand on convoque des élections municipales, ça se passe par un vote au Parlement, et donc chacun, dans ce vote, se positionne sur la date de ces élections. Donc, du coup, il me semble tout à fait naturel que nous puissions disposer de l'avis de chacun. Donc, ça veut dire que vous parlez d'un vote au Parlement. Ça veut dire qu'il peut y avoir un vote au Parlement. Ce que je vous disais, c'est que dans un processus électoral normal, pour convoquer la date des élections, ça passe par, quand vous convoquez un premier et un second tour. Imaginons par exemple que nous ne puissions pas tenir à cause de la situation sanitaire des élections au mois de juin. Il faudrait qu'il y ait un vote au Parlement sur la convocation du premier et du second tour. C'est à ça que je faisais référence. Alors, pour En Marche, pour votre parti, Sibeth Ndiaye, il y a le cas particulier, le cas difficile de Paris. Agnès Buzyn peut-elle demeurer tête de liste après notamment ses déclarations au Monde? Je les cite: je suis parti du gouvernement sachant que les élections n'auraient pas lieu. On aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois qu'Agnès Buzyn aura à cœur d'expliquer en détail au moment où la campagne sera relancée, parce que je n'ai pas de doute qu'elle sera notre candidate pour les élections municipales à Paris. Donc elle s'expliquera, elle dira quel est son état d'esprit et elle sera de nouveau tête de liste. C'est en tout cas ce que j'espère très vivement. C'est en tout cas ce que j'espère très vivement, parce que c'est une femme admirable qui a été une ministre de la Santé de très grande qualité, qui, en laissant les clés de son ministère, faisait un sacrifice parce que elle considérait que sa carrière, son engagement de médecin pouvait être utile, mais elle a aussi pris une décision compte tenu de la situation à Paris, qui était une décision extrêmement courageuse. Elle a su fédérer les équipes de campagne dans un temps extrêmement court pour mener cette bataille électorale. Je l'en remercie très vivement et j'espère qu'elle continuera à porter nos couleurs. Très rapidement, et quel rôle pour Cédric Villani dans le cadre de cette campagne de second tour? Souhaitez-vous une fusion des listes Buzyn et des listes Villani? Et on passe ensuite à la crise sanitaire. Nous avons toujours considéré que dès lors qu'il y avait une convergence de projets, on devait être capable d'être dans le rassemblement de ceux qui pouvaient partager des idées. Et donc, il faudra voir dans les semaines à venir, en fonction de la date qui sera fixée pour ce second tour des élections, s'il y a cette convergence sur le fond qui existe. Alors, on en vient, si vous le voulez bien, à la crise sanitaire et à ses conséquences, notamment en ce qui concerne l'avenir de l'hôpital. Olivier Véran annonce dans le JDD aujourd'hui que le gouvernement va augmenter les rémunérations à l'hôpital et créer un cadre beaucoup plus souple au temps de travail. En clair, de meilleurs salaires et un assouplissement des 35 heures. Est-ce à dire, Sibeth Ndiaye, que ce sont les 35 heures qui ont été à l'origine des problèmes et de la crise de l'hôpital? Je ne crois pas qu'on puisse accuser les 35 heures de tous les maux, parce que ces 35 heures ont constitué un progrès formidable pour l'ensemble de la société.
Ce qu'on sait en revanche, c'est que leur application à l'hôpital a eu comme corollaire une certaine désorganisation, mais ça n'est pas le seul problème de l'hôpital, loin de là. Le sujet de la tarification à l'activité a aussi conduit l'hôpital à de nombreuses difficultés dans la gestion de ses budgets, dans la gestion de son activité. Et avec le plan Ma Santé 2022 que nous avons lancé il y a plusieurs mois de cela, ce que nous entendions faire, c'était engager une transformation profonde du système et pas simplement poser des rustines. Et pourtant, je vous relance là-dessus. Vous avez entendu, on a entendu ce qu'a dit Emmanuel Macron vendredi, c'était à la Pitié, c'était justement en référence à la réforme du système de santé Ma Santé 2022. On a sans doute fait une erreur de stratégie annoncée dans la stratégie annoncée il y a 2 ans. Là, c'est un mea culpa du président, notamment relatif à ce plan Ma Santé 2022. Alors, il faut peut-être être clair sur ce qu'a dit le président de la République. L'hôpital, pendant des dizaines d'années, a souffert d'un sous-investissement chronique et d'une organisation déficiente, où sans doute la place du médical n'a pas été à la hauteur de ce qu'on devrait en attendre. Ce que le président de la République a dit, c'est que nous avions eu un engagement de transformation profonde, je vous le disais, pas pour poser des rustines, mais le plan Ma Santé 2022, sans doute sa difficulté est qu'il empruntait la bonne autoroute, mais peut-être pas à la bonne vitesse. Et le président de la République a convenu que nous avions peut-être sous-estimé la nécessité d'avoir des transformations qui soient extrêmement rapides pour l'hôpital. C'est ce que nous allons corriger avec le Ségur de la santé que va lancer Olivier Véran. Ségur de la santé, donc par rapport au salaire notamment des infirmières et des infirmiers. Olivier Véran annonce donc une revalorisation de ces salaires qui sera actée dès le prochain budget de la sécurité sociale, avec l'objectif des infirmiers, les rémunérations des infirmiers et des infirmières soient équivalentes à ce qui se passe au niveau européen, soit 44 000 euros par an, 500 euros de mois par mois pour les infirmiers français. Est-ce que c'est possible? Combien ça va coûter? Et est-ce que vous nous dites aujourd'hui les salaires des infirmières et des infirmiers français seraient équivalents à ce qui se passe ailleurs en Europe? C'est ce vers quoi nous souhaitons tendre, c'est ce que le ministre de la Santé a dit aujourd'hui. Mais dès le prochain budget, donc dès 2021 ? Nous souhaitons que le plan que nous allons discuter avec les partenaires sociaux et avec les différents collectifs hospitaliers puisse déboucher effectivement dès le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour l'année 2021. Et donc, il convient d'aller vite. Je crois qu'au fond, le constat sur la situation de l'hôpital, on l'a largement effectué à travers de nombreuses discussions qui ont eu lieu dans les mois et les années qui précèdent. Maintenant, il faut accélérer les choses, il faut qu'on puisse les mettre en place rapidement et c'est l'objectif des concertations que va lancer le ministre de la Santé à partir d'ici peu de temps. Donc, je crois que c'est le 25 mai que ces concertations seront lancées. On n'a pas besoin de parler longtemps. On a une bonne idée de ce qu'il faut faire. Il faut décider du rythme. Ça veut dire de l'ampleur, évidemment. Alors justement, l'ampleur, ça veut dire 500 euros de salaire en plus par mois dès 2021 ? L'idée, c'est d'avoir un revenu pour les infirmiers et les infirmières qui soit équivalent à la moyenne européenne. Ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Probablement qu'il faudra organiser les choses dans le temps. Et puis, la question qui va se poser, c'est bien sûr une question d'augmentation de salaire. C'est, vous le disiez, une question d'organisation du temps de travail à l'hôpital, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il n'existe pas d'infirmières qui ne font que 35 heures de travail hebdomadaire. Et c'est aussi ce que nous avons commencé à faire, une valorisation du travail collectif. C'est aussi la capacité à évoluer dans sa carrière, parce que une infirmière ou une aide-soignante qui souhaite évoluer dans sa carrière aujourd'hui, elle est bien souvent bloquée et on ne reconnaît pas suffisamment les efforts qui sont réalisés à titre individuel pour avancer dans la carrière. Et ça, il faut aussi que nous soyons capables de le reconnaître. Des élus de l'opposition, mais aussi de la majorité, comme François Bayrou, réclament plus d'équité dans l'attribution des primes aux soignants. Faut-il uniformiser ces primes, donc promises par Emmanuel Macron, et les attribuer à tous les soignants sans distinction? Alors, je veux d'abord rappeler que les primes que nous avons annoncées sont des primes qui s'adresseront à tout le personnel hospitalier, que ce soit les soignants ou le personnel non soignant. Ça, c'est la première. Mais avec une distinction selon les hôpitaux, les régions dans lesquelles le virus a été plus ou moins important.
Oui, bien sûr, je crois que c'est normal parce que la mobilisation n'a pas été la même partout. Et ce que nous avons décidé, c'est que dès lors que un personnel, qu'il soit soignant ou non médical, avait participé de très près à l'accueil de patients dans le cadre de l'épidémie de Covid, il fallait qu'il soit récompensé à une hauteur jusqu'à 1 500 €. Et que là où on s'était préparé à accueillir des patients sans que finalement il n'y ait eu de déferlement, il fallait aussi qu'il y ait une prime pour récompenser cette préparation qui a été exceptionnelle, je le crois, mais qu'il fallait qu'elle soit différenciée. Je veux aussi rappeler que le paiement des heures supplémentaires que nous avons souhaité majorer de 50% et qui ne se verront pas appliqués ni d'impôts ni de charges, pour le coup, est uniforme sur l'ensemble. Non, mais est-ce que ça veut dire que les soignants de tous les hôpitaux de toute la France auront cette prime ? Il y aura une prime qui sera versée à l'ensemble des soignants de tous les hôpitaux de France. Cette prime n'atteindra pas le même montant suivant que vous ayez été directement impliqué dans l'accueil de patients coronavirus, ou non, qui victimes du coronavirus ou non. Donc une prime pour tous. Puisqu'Emmanuel Macron a parlé d'erreurs de stratégie en ce qui concerne le plan santé 2022, n'est-ce pas au moins une erreur de stratégie, sinon une bourde monumentale, d'avoir annoncé mercredi à l'issue du Conseil des ministres, bien que ce soit vous qui l'avez annoncé, c'est une décision collective, donc ça ne provient pas de vous, donc qui était annoncé à l'issue du Conseil mercredi que les personnes engagées dans la lutte contre le Covid-19 seraient gratifiées d'une médaille de l'engagement. Ça a été mal compris. Je crois qu'il faut différencier deux choses. Il faut différencier ce qui tient lieu de la reconnaissance symbolique. Et moi, je suis désolée, mais je considère que cette reconnaissance symbolique, lorsque on a été engagé pour son pays, que on soit récompensé de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite ou de la médaille de l'engagement pour les épidémies, c'est une reconnaissance symbolique qui est importante dans une nation pour faire valoir aussi l'engagement qui a été celui de nos concitoyens. C'est à distinguer du remerciement, celui qu'on a eu à travers la mise en place de ces différentes primes dont on vient de discuter. Et c'est encore à distinguer de ce que nous aurons à faire comme effort pour investir massivement dans l'hôpital, revaloriser les rémunérations et revaloriser les carrières des personnels soignants. Cette médaille de l'engagement, elle ne concernera que les soignants, ou elle concernera aussi les enseignants, les caissiers, les caissières, encore tous ceux qui ont contribué à faire marcher le pays pendant la période du confinement? Nous voulons qu'elle vienne récompenser tous ceux qui, dans notre pays, en première ligne, en deuxième ligne, en troisième ligne même, ont contribué à l'effort dans la lutte contre le coronavirus. Imaginez, pensez à toutes ces entreprises qui ont complètement modifié leur chaîne de production pour se mettre à produire des masques, du gel hydroalcoolique, des écouvillons pour les prélèvements dans le cadre des tests virologiques. Il y a des gens qui ont fait des efforts considérables, évidemment des soignants puisqu'ils ont été en première ligne, mais aussi des gens qui parfois anonymes en tenant la caisse d'un supermarché ont aussi contribué à tout cela, et c'est tous ces gens-là pour lesquels il me semble nécessaire d'avoir une marque de reconnaissance nationale. Donc tous ceux qui ont travaillé durement d'ailleurs pendant cette période du confinement. Exactement. Des caissières de supermarchés, aux soignants, en passant par les enseignants et puis toutes les autres secteurs d'activité. Oui, bien sûr, on peut aussi penser à tous ceux qui se sont engagés dans la recherche d'un traitement, dans la recherche d'un vaccin. Et donc, on voit bien là qu'il s'agit de marquer une reconnaissance citoyenne à un engagement qui n'était pas obligatoire pour ceux qui l'ont fourni et qu'ils ont fait parce qu'ils souhaitaient aider leur pays dans un moment particulièrement difficile. Alors avec le nouveau plan hôpital annoncé par Emmanuel Macron et confirmé aujourd'hui par Olivier Véran, est-ce que vous ne craignez pas d'ouvrir un appel d'air en direction d'autres secteurs du pays, notamment du côté des enseignants qui demandent depuis des années qu'on revalorise leur salaire ? Alors, il y avait des discussions qui existaient préalablement à la crise du coronavirus, qui étaient en parallèle de la discussion autour de la réforme des retraites. Vous savez que nous avons suspendu un certain nombre de réformes qui étaient engagées. Il faudra voir dans le cadre de l'après-crise comment est-ce que tout cela va s'articuler. Je ne peux aujourd'hui pas vous dire ce qu'il en sera. Augmentation de salaire ou pas ? Je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera aujourd'hui, tout simplement parce que nous aurons à discuter d'un vaste plan de reprise pour relancer notre économie et qu'aujourd'hui, nous n'en avons pas toutes les clés. Puisque vous parlez de la réforme des retraites, vous dites suspension de la réforme des retraites, est-ce que c'est pas plus juste de dire qu'elle est définitivement abandonnée ?
Nous avions, avant la crise du coronavirus, beaucoup de réformes qui étaient engagées au Parlement ou même qui étaient en cours de réflexion au niveau de l'exécutif et de la majorité. Nous avons fait le choix de tout suspendre parce qu'il fallait nous concentrer dans l'action du quotidien pour gérer cette crise. Viendra le moment, d'ici quelques semaines ou peut-être à la rentrée, de mettre les choses à plat et de regarder ce qu'il faut conserver au regard de ce que sont nos priorités pour la reprise et la relance de l'activité dans notre pays. Et éventuellement pour éviter une certaine grogne sociale, puisqu'on remarque que moins d'une semaine après le début du déconfinement, les foyers de contestation sociale réapparaissent. Hier, nouvel acte, timide certes, mais nouvel acte quand même des Gilets jaunes, grogne des personnels de santé, nouvelle manifestation contre les violences policières. Est-ce que ce que Philippe Martinez dit aujourd'hui dans JDD n'est pas juste? Il annonce des tensions sociales qui vont s'accumuler. Écoutez, moi, j'ai toujours préféré systématiquement le dialogue et la concertation à l'incantation pour le prochain tour social. Je crois que c'est ce que fait Martinez aujourd'hui, incantation pour le prochain tour social. Je crois qu'on doit être collectivement dans la capacité à faire du dialogue social. J'y crois très profondément. Et d'ailleurs, la crise a montré que dans les entreprises où ce dialogue social était puissant, où il était au plus près des salariés, on pouvait obtenir des résultats incroyables, faire en sorte qu'il soit possible de continuer à travailler malgré la peur au ventre pour chacun face au coronavirus. Et ça a été, je crois, la démonstration de la qualité du dialogue social qu'on pouvait avoir dans notre pays et la démonstration aussi de ce qu'il pouvait apporter de bénéfique pour la réussite des entreprises. J'y crois toujours très profondément, donc il ne faut pas perdre cet acquis dans les semaines et dans les mois à venir, et nous devons évidemment continuer à promouvoir ce dialogue social parce que c'est ce qui permet au fond que chacun y trouve son compte, à la fois les entreprises mais aussi les salariés. Dialogue social, dites-vous, est-ce que le risque après la crise sanitaire et la crise économique, ce n'est pas une tempête sociale de grande importance ? Écoutez, je crois que tout dépendra de la capacité de chacun des acteurs du dialogue social, que ce soit les organisations syndicales, que ce soit le patronat, mais aussi les politiques, à être capables de poser ce que sont les difficultés du moment sur la table et de se réunir pour en discuter et pour dégager des solutions. Je note aujourd'hui à travers une interview croisée entre Laurent Berger et Geoffroy Roux de Bézieux, respectivement patron de la CFDT et patron du MEDEF, qu'il y a des volontés qui se sont exprimées pour essayer de travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on sera tous d'accord, c'est pas ça le sujet, mais ça veut dire qu'on doit être capable de discuter parce qu'au fond, la crise qu'on est en train de vivre, qui va sans doute se doubler d'une crise économique profonde, terrible, elle appelle à ce que nous ayons un esprit de concorde. Ça ne veut pas forcément dire que, je le dis encore une fois, on sera tous d'accord les uns avec les autres, mais qu'on doit essayer de construire quelque chose qui permette de dessiner un avenir en commun pour notre pays. On va en parler un peu plus tard. Vous dites crise économique profonde, terrible, ça veut dire quoi ? 500 000 chômeurs de plus d'ici la fin d'année, 1 million de chômeurs de plus, 2 millions de chômeurs de plus ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis aujourd'hui incapable de vous le dire pour la bonne et simple raison que cette crise n'est pas terminée, que nous ne savons pas comment va se comporter le virus dans les semaines à venir, dans les mois à venir, et que nous n'avons aujourd'hui pas d'idée définitive de ce que seront les impacts de cette crise, y compris à l'échelle internationale. Donc vous dire quelles seront les répercussions exact, c'est impossible à dire. Nous avons déjà indiqué que nous aurions une croissance négative de l'ordre de 8% en France pour l'année 2020. C'est la démonstration de l'impact très sévère qu'aura eu le ralentissement économique et le confinement sur nos activités économiques, justement. Donc, il faut regarder aussi comment les choses vont se dérouler dans les autres pays avant d'avoir des anticipations chiffrées. Ce qui est certain, c'est qu'on peut imaginer qu'il y aura un impact économique qui sera sévère. Le ministre de l'économie a d'ailleurs eu déjà l'occasion de le dire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons pris des mesures inédites pour soutenir notre économie. Une précision, vous parliez de Laurent Berger à l'instant. Laurent Berger qui dit il faudrait revoir l'ISF, revenir sur la suppression de l'ISF et sur la flat tax. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Il a dit ça sur Radio J il y a 3 semaines. Je crois que si on regarde la stratégie budgétaire et économique que nous avons eue depuis 3 ans, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être en meilleure situation pour résister au choc économique que nous connaissons. Donc pas question de toucher à l'ISF et à la flat tax ? Et pour pouvoir faire tous les efforts que nous avons réalisés. Notre pays
disposait de bons fondamentaux économiques au début du premier trimestre de l'année 2020. Nous partions pour avoir une croissance en France supérieure à la moyenne de la croissance européenne. Donc, on avait des indicateurs qui étaient extrêmement bien orientés et qui résultaient de cette stratégie budgétaire et économique qu'on a eue depuis le début du quinquennat. Évidemment, tout ça est bouleversé par la crise du coronavirus. Il faut qu'on regarde les choses. Mais moi, je ne crois pas tellement aux solutions où il suffirait de défaire tout ce qu'on a fait avant pour que tout d'un coup et de manière presque magique, le monde s'améliore. Même si on vous dit que c'est une question de symbole important. Mais qu'on puisse avoir un effort qui soit justement partagé au moment de la relance après la crise. C'est évidemment un impératif. Après, il faut évidemment regarder en proportion. Aujourd'hui, on parle d'un plan de sauvegarde de notre économie de plus de 100 milliards d'euros. Le rendement de l'ISF, c'est 4 à 5 milliards d'euros par an. On voit bien qu'on n'est pas exactement dans les mêmes ordres de grandeur. Donc oui, au moment de la relance, il faudra un effort qui sera justement partagé justement et équitablement partagé dans l'ensemble de la population, entre les entreprises et les salariés évidemment. Il faudra en discuter et c'est là, encore une fois, que le dialogue social sera important pour ce faire. Mais ne chaussons pas les lunettes d'avant la crise pour essayer de penser, de regarder le monde d'après la crise. En tout cas, Emmanuel Macron, aujourd'hui, il chausse les lunettes des années 40, puisqu'il était ce matin dans l'Aisne pour le 80e anniversaire de la bataille de Montcornet, qui vit la 4e division cuirassée emmenée par le colonel de Gaulle lancer la contre-offensive contre la Wehrmacht. Pourquoi vouloir ainsi s'approprier l'héritage du général de Gaulle ? D'abord, c'est un héritage qui est commun à l'ensemble des Français. Il ne s'agit pas de capter au profit d'une personne l'héritage du général de Gaulle, colonel à l'époque, mais bien de réfléchir à travers cet événement de la bataille de Montcornet à ce qu'il signifie dans notre histoire et à ce qu'il signifie dans l'esprit français. Ce que a fait à l'époque le colonel de Gaulle, c'était dans une situation qui paraissait inextricable face à une crise d'ampleur qui était la guerre que nous connaissions à l'époque, c'est au fond de sublimer l'esprit de résistance et même l'esprit de conquête. Au fond de dire, quand ça paraît impossible, on doit pouvoir trouver en nous les ressources pour agir. Alors justement, et dans la crise du coronavirus, on est dans la même situation. Justement. Face à un ennemi qui là est invisible, comment est-ce qu'on fait pour agir malgré tout ? Justement, cette occasion a été saisie par le président de la République, donc ce déplacement dans l'Aisne, pour louer l'esprit de résistance. C'est quoi justement l'esprit de résistance dans le cadre de cette lutte contre l'épidémie du coronavirus ? Est-ce qu'on peut vraiment faire le parallèle entre cette guerre sanitaire, puisque ce sont les termes utilisés par Emmanuel Macron, et la guerre de 39-45 ? Évidemment, les deux situations sont extrêmement différentes. Ce qui, au fond, les rapproche, c'est que on fait face à un adversaire, on fait face à une crise, et dans cette crise, vous pouvez soit choisir de ployer, ou en tout cas être amené à ployer, soit choisir de faire face à l'adversité. Quand on regarde la capacité qu'a eu l'hôpital français à multiplier par 2 le nombre de lits de réanimation, à déployer des transports sanitaires qui ont été observés avec admiration dans le monde entier, que ce soit par ces fameux TGV sanitaires ou bien à l'aide de l'aviation dans l'armée. Que ce soit notre capacité à, au fond, nous réorganiser de manière extrêmement rapide pour faire face à la crise du coronavirus. Quand on voit la capacité des entreprises à modifier leur chaîne de production pour fabriquer du gel hydroalcoolique, pour augmenter les cadences et fabriquer des masques, on voit bien que la France, notre pays, a été capable de faire front face à l'adversité. Et c'est cet esprit de résistance qui fait écho avec celui de la Seconde Guerre mondiale que le président de la République a choisi d'honorer aujourd'hui. Et alors, est-ce que vous considérez que les dirigeants politiques, toutes tendances confondues, ont été à la hauteur de la crise ? Ont-ils fait preuve de cet esprit de résistance ? Alors, il y en a qui ont choisi, malheureusement, beaucoup de commenter plutôt que d'agir. Il y en a aussi beaucoup qui ont choisi d'agir et je veux saluer tous les élus locaux qui, dans cette crise, se sont mobilisés pour apporter aide et assistance à leurs concitoyens. Moi, je crois vraiment que dans le moment qu'on vient de vivre, on peut voir le pire comme le meilleur et je préfère toujours retenir le meilleur. Parce que si on fait le parallèle entre la crise du coronavirus et la Deuxième Guerre mondiale,
les mots ont un sens. Hein. En 39-40, il y avait, pendant la guerre 39-45, il y avait les résistants et les collabos. Il y a des résistants et des collabos aujourd'hui ? Non, honnêtement, je crois qu'il ne faut pas du tout rentrer dans cette dialectique-là, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on a un pays qui a su faire face avec à la fois beaucoup de force, beaucoup de dignité, dans une crise qu'on ne pouvait pas anticiper dans l'ampleur qu'elle a pu prendre. Et je pense qu'il faut se garder de toute comparaison hasardeuse en la matière. Alors, quand vous constatez que 63 plaintes ont été déposées devant la Cour de justice de la République contre des membres du gouvernement, donc contre certains de vos collègues, à savoir Édouard Philippe, Olivier Véran, Nicole Belloubet, Christophe Castaner ou encore Agnès Buzyn, accusés notamment de négligence. Comment ça vous fait réagir ? Est-ce que vous considérez que ces plaintes sont justes et sont légitimes ? On vit dans un état de droit. N'importe lequel de nos concitoyens a le droit de déposer plainte s'il s'estime lésé. Il ne m'appartient pas, en tant que membre du gouvernement, donc appartenant à l'exécutif, de préjuger de ce que seront l'évolution de ces plaintes qui sont en fait, au fond, de la responsabilité du pouvoir judiciaire. Donc nous verrons ce qu'il en sera. Ce que je peux vous dire, c'est que l'exécutif, évidemment, est à la disposition de la justice en tant que de besoin, de la même manière que nous avons été à la disposition du Parlement lorsque nous avons été sollicités dans des auditions parlementaires à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour apporter un certain nombre d'explications sur ce qu'avait été notre action au fur et à mesure de la crise. Donc l'exécutif sera aussi disponible pour répondre aux convocations, aux auditions demandées par la commission d'enquête du Sénat qui va se réunir à partir du mois de juin ? C'est une évidence. Et qu'est-ce que vous pensez de cette commission ? Elle arrive au bon moment ou pas ? Je suis pas certaine qu'elle arrive au bon moment parce que je ne suis pas certaine qu'au mois de juin, la crise soit tout à fait derrière nous. Il y a peut-être une question de temporalité qui n'est pas bienvenue, mais c'est le choix qu'a fait le Sénat et c'est un choix souverain qu'ils ont fait. Temporalité ou arrière-pensée ? Alors ça, c'est aux sénateurs qu'il faut poser la question. En termes de temporalité, nous serons encore, je le crains malheureusement, dans le courant du mois de juin dans la gestion de cette crise. Mais en tout état de cause, l'exécutif a eu à cœur, depuis que la crise a commencé, de se rendre toujours disponible vis-à-vis des parlementaires pour apporter des explications, des éclaircissements, aussi pour les écouter quand ils avaient des remontées de terrain. Ça a été le cas, par exemple, quand nous avons été amenés à ajuster le fonds de solidarité économique en tenant compte des remontées qui nous étaient faites notamment par les parlementaires, en particulier ceux de la majorité, sur son adéquation avec les besoins du terrain pour les entrepreneurs. Alors on constate en tout cas, Sibeth Ndiaye, une mobilisation des oppositions contre Emmanuel Macron. On l'a constaté encore aujourd'hui avec les interventions de Ségolène Royal, de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon. Mais ils ne sont pas les seuls. Les Républicains et les socialistes ciblent aussi le président. En clair, l'Union nationale ne semble pas exister, c'est plutôt l'Union nationale contre Macron, non, n'est-ce pas ? Écoutez, ça, vous savez, chacun est face à ses responsabilités dans l'histoire de ce que nous sommes en train de vivre. Moi, je crois que notre pays a besoin de concorde. La concorde ne signifie pas que tout le monde est d'accord sur tout, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de nier les différences politiques qui existent entre les différents partis dans notre pays. Il s'agit simplement de regarder, est-ce que dans le moment qu'on est en train de vivre, on peut avoir de la convergence sur un certain nombre de sujets qui seront des sujets importants dans la relance de notre pays. Mais cet axe royal, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je suis pas sûre qu'on puisse parler d'axe parce qu'on voit bien que c'est critique commune, en tout cas. Les divergences politiques entre les personnes que vous citez sont évidemment majeures. Donc, je ne leur ferai pas l'offense de penser qu'ils ont une alliance objective très loin de là parce qu'ils sont très différents dans l'échiquier politique. Ce que je constate, c'est qu'il est toujours plus facile de se trouver un ennemi commun que de porter sa propre voix. Je peux le regretter parfois, mais moi, j'ai évidemment la volonté que nous puissions travailler sur des sujets peut-être précis au moment de la relance avec un consensus le plus large possible. Avec Ségolène Royal qui ne semble pas faire mystère de sa volonté d'être candidate à la présidentielle. C'est un danger pour Emmanuel Macron ou pas ?
Il ne me semble pas que Ségolène Royal soit parlementaire, sauf à ce que je me trompe en la matière. Donc, que ce soit une femme politique talentueuse qui est à faire valoir ses idées, c'est une évidence. Mais voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus à en dire. Et il y a aussi un fait d'actualité qui vous concerne en tant que ministre et donc membre de la majorité, la création de ce 9e groupe qui va se créer la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, regroupant des déçus du macronisme comme Mathieu Orphelin, Guillaume Chiche ou encore Aurélien Taché, et puis certains qui étaient à gauche comme Delphine Batho et qui vont nous rejoindre. Est-ce que c'est pas un coup dur et pour la majorité et pour Emmanuel Macron ? Je crois que surtout que c'est un contresens par rapport au moment politique qu'on est en train de vivre. On est dans un moment où des choses vont changer. Le président de la République lui-même a eu l'occasion de dire qu'il fallait dans cette crise se réinventer et s'appuyer sur ce qu'elle nous apprenait pour changer des choses dans l'avenir. Nous aurons des discussions au sein de la majorité, sans doute dans toute la classe politique française, pour voir comment est-ce qu'il faut s'adapter à cette nouvelle donne. Donc, je trouve qu'il est étrange d'avoir une initiative de division dans ce moment-là. Ils sont dans l'opposition maintenant, ces députés qui vont aller vers ce 9e groupe ? C'est à eux de nous dire quelle est la ligne politique qu'ils entendent défendre et si elle s'inscrit dans le soutien à la majorité ou dans son opposition. Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est frondeur, comme François Hollande avait les siens. Est-ce que les causes ne peuvent pas produire les mêmes effets, c'est-à-dire à savoir la défaite de Macron, voire son incapacité à se présenter, comme ça avait été le cas pour François Hollande en 2017 ? Alors, je crois qu'on n'est pas tout à fait dans la même situation parce que si ma mémoire est bonne, les frondeurs socialistes étaient restés à l'intérieur du groupe socialiste de l'époque. Et donc, la situation est un petit peu différente. Mais quand on voit comment est-ce que ces initiatives de fronde ont prospéré dans le quinquennat précédent, je crois que ça a apporté la démonstration que la division n'était jamais, était rarement productrice de sens pour la politique et de victoire. Ça veut dire que c'est dangereux pour Emmanuel Macron et son éventuelle seconde candidature à la présidentielle ? Je crois qu'il faudra s'interroger sur ces questions en temps voulu. Aujourd'hui, on est dans un moment de gestion de crise qui est inédit dans notre pays. Il faut qu'on soit concentré dessus. C'est en tout cas le cas du président de la République qui n'a comme seul objectif que de faire en sorte que notre pays rebondisse après cette crise inédite. Et les populistes peuvent être les grands bénéficiaires de cette crise, comme on l'a connu à d'autres époques ? Malheureusement, le sujet du populisme et de sa montée en puissance en France comme en Europe ne date pas de cette crise. Nous avions déjà assisté à des scores électoraux importants pour les populistes, parfois même à leur accession au pouvoir dans un certain nombre de pays à travers le monde. Et donc, on voit bien que ce sujet est un sujet antérieur. Trouvera-t-il une résonance particulière à l'issue de cette crise ? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que mon engagement politique, depuis très longtemps, et singulièrement aux côtés d'Emmanuel Macron, a été de lutter contre la montée en puissance de ce populisme. Et cette lutte contre la montée en puissance de ce populisme, ça passe, vous parliez de concorde national, ça passe quoi ? Par une union nationale, par un gouvernement de salut public ? Alors, écoutez, je suis vraiment pas certaine que la question des appareils et des personnalités politiques soit vraiment au cœur des préoccupations pour nos concitoyens. Ce qui compte pour eux, c'est la capacité que notre pays aura à apporter des réponses très concrètes aux inquiétudes qui sont les leurs. Aujourd'hui, ces inquiétudes sont comment est-ce qu'on peut retourner au travail, comment est-ce qu'on peut retourner à l'école, comment est-ce qu'on emprunte les transports en commun. Sans doute demain seront-elles comment est-ce que on amortit la crise économique qui malheureusement va advenir. Et je ne crois pas qu'il soit particulièrement préoccupé de savoir si un tel ou un tel intègre le gouvernement d'Emmanuel Macron. Merci en tout cas Sibeth Ndiaye d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci à vous. Merci.